Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices, très chers auditeurs. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. C'est un épisode qui sera assez conséquent. On va parler donc, comme je vous l'ai dit précédemment dans l'épisode précédent, on va parler de Nibiru, de la théorie des anciens astronautes, de Zecharia Sitchin et d'autres informations. Vous allez voir, c'est très très intéressant. C'est un pur podcast, bien sûr, je n'ai pas le temps comme vous le savez, mais vous allez voir, c'est très intéressant à écouter. Il y a beaucoup d'informations et si vous aimez ce genre de théorie, eh bien sachez que moi aussi, je suis à fond dedans, j'ai tous les livres, donc vous allez voir, on va vraiment explorer tout un panel d'informations différentes au sujet de la théorie des anciens astronautes. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Donc déjà, pour commencer cet épisode, on va essayer d'introduire un petit peu ce qu'est en fait la légende de Nibiru, la théorie des anciens astronautes, etc. Donc depuis plusieurs décennies, bien sûr, la planète Nibiru, elle fascine les chercheurs, les théoriciens du complot et même les passionnés d'astronomie comme moi. Et donc, il faut se poser la question d'où vient cette hypothèse et comment est-elle liée aux Anunnaki. Ce sont des dieux de la Mésopotamie qui, selon certaines théories, seraient en réalité des extraterrestres. Donc cet épisode, il va essayer de vous plonger un peu dans les origines de cette idée et on va explorer un petit peu les différentes interprétations quant à cette théorie. Alors l'hypothèse, elle a été popularisée par Zecharia Sitchin. C'est un auteur qui prétendait que les anciens Sumériens avaient une connaissance avancée de l'astronomie. Et donc, et qu'ils avaient été aussi en contact avec des entités extraterrestres qu'on appelle les Anunnaki. Donc selon lui, en fait, ces êtres seraient venus donc sur Terre il y a des milliers d'années pour extraire de l'or et auraient donc influencé le développement des civilisations humaines. Mais que disent vraiment les sources historiques ? Alors les tablettes sumériennes, elles mentionnent bien Nibiru, mais son interprétation, elle varie. Pour certains assyriologues, ce mot en fait il désigne plutôt une étoile ou un aliment planétaire plutôt qu'une planète physique en fait. Mais pourtant, il y a des partisans de la théorie, donc des anciens astronautes, qui soutiennent qu'une planète cachée aurait un impact significatif sur notre système solaire. Et en plus, avec l'essor d'Internet, la théorie de Nibiru, elle a pris beaucoup d'ampleur, notamment avec des affirmations selon lesquelles cette planète invisible pourrait provoquer des catastrophes planétaires. En plus, vous avez des prédictions qui sont liées à Nibiru, qui ont été faites à plusieurs reprises, notamment en 2003 et 2012, et encore aujourd'hui. Mais bon, pour l'instant, il n'y a aucune preuve tangible de son existence qui a été encore apportée. Mais pourquoi cette idée continue-t-elle de captiver autant de monde ? Eh bien, une partie de la fascination déjà réside dans notre besoin de croire en des mystères cachés ou une histoire alternative de l'humanité qui va donc remettre en question nos connaissances officielles. Et en outre, bien sûr, le fait que la NASA et d'autres agences spatiales nient catégoriquement l'existence de Nibiru, ça fait qu'alimenter en fait les soupçons de certains. Et donc, vous allez voir dans cet article que j'ai créé, qui sera conséquent, il va explorer en profondeur la légende de Nibiru, les preuves avancées, les réactions de la communauté scientifique, les implications de cette hypothèse. On va essayer d'examiner donc les origines du mythe, les textes sumériens, les interprétations modernes et l'impact culturel de cette théorie qui est vraiment fascinante. Et donc là, on va essayer d'analyser dans cette partie ici si en fait Nibiru est une invention moderne en fait qui est basée donc sur des malentendus historiques, ou si peut-être c'est une part de vérité qui pourrait se cacher derrière ce mythe antique. De toute façon, vous allez voir, c'est hyper captivant, je trouve. Donc l'idée de Nibiru, elle trouve ses racines dans les textes antiques mésopotamiens. Mais sa transformation en une planète cachée, elle a pris une ampleur moderne avec des auteurs et des chercheurs alternatifs. Et vous allez voir, on va essayer de détailler un petit peu l'évolution de la notion de Nibiru depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et donc, les premiers récits mésopotamiens, notamment les tablettes cunéiformes sumériennes et babyloniennes, elles mentionnent le mot Nibiru. Mais par contre, son interprétation, elle varie. Dans ses écrits, Nibiru est souvent associé en fait à un corps céleste important, qui est parfois décrit comme une étoile ou une planète qui est en relation avec le dieu Marduk. Marduk, ça se dit M-A-R-D-U-K. Et vous avez certains textes astronomiques babyloniens qui mentionnent Nibiru comme un phénomène périodique qui apparaissait dans le ciel, et souvent lié à Jupiter. Cependant, il n'existe aucune preuve directe que les anciens Sumériens percevaient Nibiru comme une planète errant en dehors du système solaire ou qui menacerait la Terre, mais vous allez voir, il faut s'intéresser aussi à l'interprétation moderne par Zecharia Sitchin. Même si j'adore cet auteur et que j'adore tous ses livres, il faut avoir l'esprit critique et donc vérifier avec des faits, avec de la science, si ce qu'on raconte c'est vrai ou si c'est juste un fantasme, quoi.
Donc l'auteur Zecharia Sitchin, il a joué quand même un rôle majeur dans la transformation du mythe de Nibiru. Déjà en 1976, il publie La 12e planète, donc où il avance que les textes sumériens décrivent une planète géante avec une orbite elliptique qui est extrêmement longue et qui reviendrait dans le système solaire tous les 3600 ans. Et donc, selon Sitchin, les anciens Sumériens auraient reçu des informations avancées de la part des Anunnaki. Donc, c'est une race d'aliens humanoïdes qui provient de Nibiru. Et donc, ces derniers auraient interagi avec les humains et donc influencé leur civilisation et donc laissé des traces dans la mythologie ancienne. Alors, les historiens et les experts en langue cunéiforme, ils ont contesté les traductions de Sitchin. Ils affirment que ces interprétations des tablettes sumériennes ne reposent pas sur des bases académiques solides. Pourtant, son livre, il a quand même gagné une immense popularité et ça alimente des théories alternatives. Et moi-même, je l'ai lu et j'avoue que c'est quand même très prenant. Alors, quel est l'impact, bien sûr, sur la culture moderne et Internet ? Dans les années 2000, l'hypothèse de Nibiru a explosé avec la montée d'Internet et des forums conspirationnistes. Il y a plusieurs prédictions qui annoncent l'arrivée imminente de Nibiru et de son impact cataclysmique sur la Terre, notamment en 2003 et 2012. Malgré l'absence totale de preuves scientifiques, bien sûr, la preuve de Nibiru a été récupérée par de nombreux groupes prédicateurs et théoriciens du complot. Après, vous avez des vidéos YouTube, des forums, des articles alarmistes qui continuent d'entretenir cette idée. Alors, les croyances autour de Nibiru, elles s'entrelacent souvent avec d'autres théories. Ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. L'idée déjà que la NASA et les gouvernements cachent l'existence de cette planète pour éviter la panique, les liens supposés avec le calendrier Maya et la fin du monde en 2012, et les corrélations avec la 9e planète, donc c'est un objet hypothétique, réel aux confins du système solaire. Alors la persistance du mythe de Nibiru, elle illustre notre fascination en fait pour l'inconnu et notre méfiance en fait envers les institutions autant gouvernementales que scientifiques. Et bien qu'aucune preuve tangible ne vienne soutenir cette théorie, eh bien son influence culturelle elle reste quand même importante et ça pose des questions plus larges sur la perception de la science et des dynamiques de la désinformation. Voilà. Donc dans la prochaine partie, là, on va essayer d'explorer un petit peu plus qui sont les Anunnaki, ces supposés habitants de Nibiru, et les mystères aussi qui entourent leur rôle dans l'histoire de l'humanité. Vous allez voir, c'est extrêmement captivant. Donc dans cette partie-ci, on va essayer de se poser la question, qui sont les Anunnaki dans la mythologie mésopotamienne ? On va essayer de confronter l'interprétation traditionnelle contre l'hypothèse des anciens astronautes, et puis aussi on va parler du rôle supposé des Anunnaki dans la création de l'humanité selon certaines théories alternatives. Alors, les Anunnaki, bien sûr, sont au cœur des mythes sumériens, mais aussi de nombreuses théories modernes qui leur attribuent en fait un rôle bien plus mystérieux. Sont-ils simplement des dieux vénérés par les peuples de Mésopotamie, des rois puissants ayant marqué l'histoire, ou bien, comme certains le prétendent, des visiteurs extraterrestres venus de Nibiru ? Le terme Anunnaki, il provient des écrits sumériens. Il désigne un groupe de divinités majeures. Dans les textes sumériens, akkadiens et babyloniens, les Anunnaki sont souvent associés en fait aux dieux qui gouvernent le ciel et la terre. Donc leur rôle exact, il varie selon les récits bien sûr, mais ils sont généralement considérés comme des figures divines qui ont façonné le monde et interagi avec les humains. Alors les Anunnaki sont souvent liés à Enlil, le dieu du vent et des tempêtes, et Enki, le dieu de l'eau et de la sagesse. Certains textes, comme l'épopée de la création babylonienne, donc Enuma Elish, décrivent ces êtres comme des participants à la structuration de l'univers. Alors, ça nous amène à parler un petit peu des récits controversés de Zecharia Sitchin. Encore lui, qui a bien sûr radicalement transformé l'image des Anunnaki dans son ouvrage « La 12e planète ». Selon lui, les Anunnaki ne seraient pas de simples dieux mythologiques, mais des êtres extraterrestres venus sur Terre il y a des milliers d'années pour exploiter les ressources naturelles, notamment l'or. Et donc, d'après Sitchin, ces créatures avancées auraient modifié génétiquement l'humanité pour en faire une main-d'œuvre docile et servile. Et donc, il s'appuie sur sa propre interprétation des textes cunéiformes pour avancer que les Anunnaki en fait seraient les véritables créateurs de la race humaine. Alors, les historiens et les archéologues ont sévèrement critiqué bien sûr l'interprétation de Zecharia Sitchin. Les spécialistes des langues anciennes affirment que les textes en fait sumériens n'évoquent jamais une quelconque intervention extraterrestre. De plus, l'idée que les Anunnaki aient eu besoin d'or terrestre, elle repose sur une logique contestable.
pourquoi une civilisation avancée, parcourant l'univers, aurait-elle eu besoin d'extraire de l'or sur Terre? Alors que ces éléments, ils sont vraiment répandus dans de nombreuses régions du cosmos, hein, il y en a un peu partout, quoi. Donc malgré l'absence quand même de preuves scientifiques, eh bien la théorie des Anunnaki extraterrestres a influencé des œuvres de fiction, des documentaires et des débats en ligne. Il y a de nombreux auteurs et des vidéastes qui exploitent ces récits pour alimenter des discussions sur les origines cachées de l'humanité. Vous avez des théories alternatives qui lient également les Anunnaki à des structures anciennes mystérieuses, comme les pyramides d'Égypte, les statues de l'île de Pâques, et même certains sites mégalithiques en Amérique du Sud. Donc l'image des Anunnaki a évolué en fait au fil du temps, et à l'origine en fait ils représentaient des divinités primordiales dans les mythologies sumériennes. Avec les interprétations modernes, maintenant ils sont devenus les protagonistes en fait d'une hypothèse extraterrestre, fascinante mais controversée. Bon, on va essayer maintenant de détailler un petit peu plus, là, dans cette prochaine partie, comment Nibiru et les Anunnaki ont été associés à des scénarios apocalyptiques. Donc ça a alimenté la peur et la manipulation, en fait, à travers les décennies. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Alors, dans cette partie-ci, on va essayer de développer un petit peu la rumeur, en fait, de l'impact cataclysmique de Nibiru sur l'apparition dans les prédictions apocalyptiques. On va essayer de parler du lien aussi avec les prédictions de fin du monde, notamment en 2012 avec le calendrier Maya, et aussi se poser la question de comment ces théories sont-elles entretenues en fait par les médias et certains groupes. Et c'est vrai que on pourrait penser un peu aussi à de la manipulation, si je peux dire. Donc l'idée que Nibiru pourrait provoquer une catastrophe planétaire, c'est une théorie qui a circulé pendant des décennies bien sûr. Ça a été alimenté par des interprétations modernes de textes anciens, des prédictions apocalyptiques et même l'influence d'Internet bien sûr. Donc on va voir un petit peu comment la peur et la manipulation ont contribué en fait à la propagation de cette hypothèse. Déjà parlons un petit peu de l'origine en fait des prédictions apocalyptiques qui sont liées à Nibiru. La peur de Nibiru, en fait, elle a commencé à prendre de l'ampleur dans les années 90 et 2000. Moi, je m'en souviens, pour les plus anciens, je pense que vous vous en doutez, vous l'avez déjà entendu. Lorsque divers auteurs et conférenciers donc, ont lié cette planète hypothétique à des scénarios de fin du monde. Donc, si pour ceux qui s'en rappellent, en 95, vous aviez une femme qui s'appelait Nancy Leader, qui a affirmé être en communication avec des extraterrestres de l'étoile Zeta Reticuli et qui a annoncé que Nibiru entrerait en collision avec la Terre en 2003. Et lorsque cette date est passée, sans incidence bien sûr, d'autres théoriciens ont déplacé la prédiction à 2012, qui s'appuyait sur la fin du calendrier Maya pour renforcer la crédibilité du mythe. Et puis en plus, après, avec l'émergence d'Internet, les théories de la catastrophe de Nibiru ont explosé. Il y a des vidéos YouTube, des forums, des blogs conspirationnistes qui ont présenté en fait des images truquées, des calculs erronés, des faux documents et qui étaient censés en fait prouver l'existence de Nibiru. Mais bon, vous voyez, bon, j'apprécie pas trop non plus. Certains médias en fait, ils ont involontairement renforcé la peur en relayant ces rumeurs sans les démentir immédiatement quoi. Et ça a contribué donc à la confusion générale. Et puis en plus, face à la panique grandissante, bien sûr, la NASA a publié plusieurs déclarations pour démentir l'existence de Nibiru. Et donc les scientifiques, ils expliquaient que aucune preuve d'une telle planète n'existe dans le système solaire, qu'une planète errante de cette taille aurait déjà déstabilisé de façon l'orbite des autres planètes, et que les images soi-disant cachées de Nibiru sont souvent des artefacts en fait visuels ou des erreurs d'interprétation. Et vous voyez, même malgré ces démentis, la théorie elle a continué à prospérer dans certains cercles qui estiment que la vérité leur est cachée intentionnellement, bien sûr. Et donc, ça a un impact psychologique de la peur de Nibiru. Les théories catastrophiques, elles ont des effets réels en fait sur les populations. Déjà, l'anxiété collective, il y a de nombreuses personnes qui ont signalé une anxiété importante avant 2012. Des comportements extrêmes. Il y a certaines familles qui ont vendu leurs biens, construit des bunkers, tenté de se préparer à l'apocalypse. Enfin, voilà, je vous laisse imaginer, c'est fou. Et aussi la méfiance envers la science, ça c'est un problème. Ça se développe même de plus en plus, j'ai l'impression. Ces théories alimentent un rejet des explications scientifiques et ça renforce la croyance que les gouvernements en fait dissimulent la vérité. Et donc Nibiru, c'est quand même devenu un symbole de la manipulation des peurs humaines. Les prédictions catastrophiques elles ne se sont jamais réalisées et elles continuent d'exister sous d'autres formes. Elles se développent différemment. Et donc c'est ce qu'on va un petit peu analyser, ce que dit la science sur Nibiru et si c'est une telle planète, et si une telle planète en fait pourrait exister. On va essayer de l'expliquer un petit peu dans la prochaine partie.
Alors dans cette partie, on va essayer de se concentrer sur une question déjà principale. Y a-t-il des preuves astronomiques de l'existence d'une telle planète? On va essayer aussi de faire une comparaison avec l'hypothèse de la planète, de la 9e planète, un objet massif qui est hypothétique aux confins du système solaire. On va essayer de voir s'il n'y a pas peut-être un lien entre ces deux objets. Et pourquoi aussi les scientifiques rejettent l'idée de Nibiru. Alors, les théories alternatives autour de Nibiru elles continuent bien sûr d'alimenter l'imaginaire collectif. La science adopte une approche beaucoup plus rigoureuse, vous le savez bien, et c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de détailler un petit peu avec des fondements réels de pourquoi la science rejette l'existence de Nibiru. Même si ça ne me plaît pas forcément, moi aussi, mais voilà, il faut l'entendre, et ce sont des faits. Donc les scientifiques et les astronomes expliquent clairement que si une planète aussi massive que Nibiru existait, et qu'elle s'approcherait de la Terre, bah oui, bien sûr, elle aurait déjà été détectée. Il y a plusieurs raisons déjà qui permettent d'affirmer qu'aucune planète X de ce type ne menace notre système solaire. Voilà. Déjà, les observations astronomiques. Les télescopes modernes, comme ceux de la NASA et de l'ESA, ils scrutent l'espace en permanence. Donc une planète de la taille qui est supposée de Nibiru, elle aurait été repérée déjà depuis longtemps, bien sûr. Après, une chose que je connais bien, c'est l'impact gravitationnel, bien sûr. Un objet massif aurait forcément des effets observables sur les orbites des autres planètes du système solaire, et pour l'instant, il n'y a aucun phénomène de ce type qui a été révélé. Et puis aussi, vous avez le manque de preuves tangibles. Les images qui circulent sur Internet présentées comme des preuves de Nibiru, bien sûr, sont souvent des artefacts optiques, des erreurs d'interprétation, des canulars, bref, voilà. Alors, si la science rejette l'idée de Nibiru, elle n'exclut pas quand même l'existence d'une autre planète encore inconnue aux confins du système solaire. Il y a des astronomes qui ont avancé l'hypothèse de la planète 9, donc un objet hypothétique qui expliquerait en fait certaines anomalies qu'on observe dans la ceinture de Kuiper. Alors en 2016, les chercheurs Konstantin Batygin et Mike Brown ont publié en fait une étude qui suggère qu'une planète inconnue, environ 10 fois la masse de la Terre, quand même qui est très grosse, qui pourrait donc exister au-delà de Neptune. Et cette 9e planète serait donc située à une distance bien sûr extrême et bien au-delà de l'orbite de Pluton. Et du coup, ça la rend difficile à détecter. Et contrairement à Nibiru, cette hypothèse, elle repose sur les données mathématiques et astrophysiques et non sur des interprétations de textes anciens. Alors la science, elle reconnaît qu'il existe des planètes errantes, bien sûr, qu'on appelle planètes vagabondes, et qui ne sont pas en orbite, autour d'aucune étoile en fait. Et donc ces objets, ils sont réels, mais sont très différents de ce que la théorie de Nibiru propose. Déjà, elles sont souvent éjectées de leur système planétaire à la suite de perturbations gravitationnelles, et elles ne suivent pas une orbite régulière comme Nibiru, autour d'une étoile, et donc ne constituent pas une menace pour la Terre, bien sûr. Alors les partisans de Nibiru accusent souvent la NASA et les scientifiques d'étouffer la vérité, mais cette vision repose sur une mauvaise compréhension en fait des mécanismes de découverte astronomique et des processus scientifiques. Déjà, on peut parler du point d'absence de secret. La communauté scientifique fonctionne par la publication ouverte de recherches, d'accord ? Donc si une découverte aussi importante a été faite, elle serait déjà relayée par des milliers d'astronomes. Ensuite, les fausses prédictions. Toutes les dates avancées pour l'arrivée de Nibiru en 2003, 2012, etc. se sont avérées fausses, bien sûr. Et les preuves astronomiques, il n'y a aucun observatoire qui rapporte d'anomalies qui correspondent en fait à la présence d'une telle planète. Donc la science finalement démontre que Nibiru, telle qu'elle est dépeinte dans les théories du complot, n'existe pas. Et donc voilà, la fascination pour une planète cachée, elle persiste bien sûr en partie grâce aux idées de Zecharia Sitchin, aux croyances alternatives et puis aussi à la médiatisation sensationnaliste. Alors moi je le fais aussi actuellement, mais j'essaie quand même d'avoir un esprit critique et donc je réfléchis avec vous toutes les preuves tangibles qu'on a. Voilà. Alors certes c'est une belle histoire, j'aime beaucoup les livres, je les ai tous lus, mais voilà, il faut garder les pieds sur terre quand même. Et donc on va essayer de voir un petit peu dans la prochaine partie pourquoi en fait Nibiru continue de captiver l'imaginaire collectif et comment la psychologie humaine contribue à entretenir ce mythe. Voilà, je trouve ça super intéressant en tout cas. Alors vous allez voir dans cette partie-ci, on va faire un petit peu de psychologie. On va se poser quand même pas mal de questions. Déjà, pourquoi est-ce que Nibiru en fait elle fascine encore actuellement l'attrait des mystères cachés et puis des théories alternatives, on va en parler un petit peu, de la place aussi de Nibiru dans la culture populaire et de son impact sur l'imaginaire collectif, et aussi de la psychologie derrière l'attrait des théories du complot. Et donc malgré l'absence de preuves scientifiques,
Le mythe de Nibiru, il continue de captiver l'imaginaire collectif et on va explorer un petit peu les raisons psychologiques, sociologiques et culturelles qui expliquent pourquoi cette idée, elle persiste. Déjà, l'attrait des mystères cachés. L'humanité a toujours été fascinée par les théories du complot et les secrets supposément cachés par les institutions. Et l'idée qu'une planète massive soit dissimulée par la NASA, elle s'inscrit dans cette tradition. Donc les croyances en des mystères cachés renforcent bien sûr l'idée que l'humanité ne connaît pas encore toute la vérité sur son univers. La réticence aussi à faire confiance aux institutions scientifiques, ça pousse certaines personnes à chercher des explications alternatives. Et ça nous amène aussi à parler donc de l'impact de la culture populaire. Les médias et la culture populaire ont largement contribué à la diffusion du mythe de Nibiru. Vous avez de nombreux films et des séries qui abordent l'idée de planètes cachées ou d'apocalypse imminente. Donc vous avez le film 2012, Deep Impact, Interstellar. Vous avez aussi les documentaires pseudo-scientifiques qui sont diffusés sur certaines chaînes de télévision ou des plateformes en ligne qui entretiennent la croyance en cette hypothèse. Et bien sûr YouTube, les réseaux sociaux, qui jouent un rôle central dans la diffusion de vidéos sensationnalistes qui présentent des preuves biaisées ou mal interprétées, bien sûr. Alors les croyances autour de Nibiru, elles s'appuient sur des instincts humains fondamentaux, notamment la peur de l'inconnu. L'idée qu'un événement cosmique puisse bouleverser la Terre, ça alimente l'anxiété collective. Et aussi le biais de confirmation. Ceux qui croient en Nibiru cherchent activement des preuves, et donc des preuves qui confirment leurs croyances. Et donc ils rejettent toutes les informations qui sont contradictoires. Et après vous avez l'illusion du savoir, l'impression de détenir une connaissance secrète, inaccessible au grand public, ça renforce la conviction que Nibiru est réel. Mais Nibiru est souvent lié aussi à d'autres théories du complot. Et certains estiment que tous les gouvernements mondiaux cacheraient la vérité pour éviter la panique. Et aussi l'idée que les élites planifient un refuge en prévision d'une catastrophe provoquée par Nibiru. Et puis aussi des liens avec les Anunnaki qui affirment que cette planète est le point d'origine de ces entités extraterrestres. Et ça, vous voyez, par exemple, je ne crois pas trop en cette hypothèse. Alors pourquoi la croyance en Nibiru perdure-t-elle ? Eh bien déjà, contrairement à ce qu'on peut penser, l'absence d'éducation scientifique sur l'astronomie pousse certaines personnes à croire des affirmations infondées. Et j'ai l'impression que on entre dans une ère où beaucoup de gens sont manipulés par l'information et qu'ils ne recherchent pas réellement la vraie information. Du moins, ils ne la vérifient pas pour voir si c'est vrai ou pas, ou si c'est des conneries. Alors ensuite, vous avez la rapidité avec laquelle les fausses informations se propagent sur Internet. Donc Internet c'est bien, mais ça a des bons côtés, mais ça a aussi des mauvais côtés. Et aussi on a un besoin psychologique de croire en une vérité cachée pour donner un petit peu un sens à l'incertitude du monde moderne. C'est aussi une hypothèse qui est intéressante. Et donc, malgré l'absence de preuves, bien sûr, Nibiru continue d'exister en tant que mythe moderne, entre la méfiance envers les institutions et la fascination même pour l'inconnu et l'influence culturelle. Cette idée, malgré la façon, va persister, je pense, même dans le temps, à mon avis. Dans la prochaine partie là que je vous ai préparée, on va voir si Nibiru peut être considéré comme un simple mythe ou si des éléments pourraient suggérer une réalité cachée Allez, dans cette dernière partie, même si effectivement je vous ai déjà réservé aussi d'autres épisodes qui vont bien sûr préciser un peu plus l'histoire des Anunnaki, et là pour le moment effectivement on a survolé un petit peu tous les sujets et j'essaie de vous expliquer un petit peu d'où vient ce mythe, comment ça a été interprété dans le temps. Et donc on va essayer de voir un petit peu dans cette dernière partie si c'est vraiment un mythe ou une réalité. Et après, je vous posterai d'autres épisodes qui vont se concentrer un peu sur des faits très intéressants, de toutes les informations qu'on pourrait voir concernant les Anunnaki dans les tablettes cunéiformes. On va essayer d'en parler après dans le prochain épisode. Alors, Nibiru est-elle une invention moderne basée sur des textes anciens mal interprétés, ou est-ce qu'il y a une part de vérité qui se cache derrière ce mystère ? Alors, on a exploré, vous avez vu en profondeur l'origine du mythe de Nibiru, son développement, son impact culturel et scientifique, et la fascination qu'il exerce encore aujourd'hui. Mais il y a toujours une question qui demeure et qui n'a pas été, on n'a pas répondu à cette question. Est-ce que Nibiru est-elle une pure invention moderne, ou y a-t-il des éléments qui pourraient suggérer une part de réalité cachée ? Alors déjà, on va s'intéresser sur l'absence de preuves tangibles. Malgré les décennies de recherche et d'annonces alarmistes,
Je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a aucune preuve scientifique concrète qui confirme l'existence de Nibiru. Ensuite, les observatoires du monde entier, bien sûr, scrutent continuellement le ciel et n'ont jamais détecté de perturbations gravitationnelles pouvant indiquer la présence d'un astre inconnu aussi massif, bien sûr. Et vous l'avez vu, du moins je vous l'ai dit tout à l'heure, les prédictions catastrophiques qui sont liées à Nibiru en 2003, en 2012 et même au-delà, en fait se sont révélées fausses à chaque fois. Alors si Nibiru, telle qu'elle est décrite dans les théories du complot, n'existe pas, il y a quand même certaines hypothèses scientifiques qui suggèrent néanmoins qu'un objet massif pourrait se trouver aux confins du système solaire. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la 9e planète. Donc, les astronomes Constantin Beitigin et Mac Brown, qui donc ont avancé l'existence probable d'une planète de grande taille qui serait située donc bien au-delà de Neptune, en raison des anomalies gravitationnelles observées dans la ceinture de Kuiper. Et contrairement à Nibiru, en fait, cette hypothèse repose sur des modèles mathématiques qui sont solides et même des observations indirectes. Mais pour l'instant, à ce jour, aucune observation directe n'a encore été réalisée. Ça, je tiens à préciser quand même. Donc Nibiru est bien un exemple classique de mythe moderne, où des idées issues de textes anciens sont réinterprétées dans un contexte contemporain, et aussi la preuve la peur d'une catastrophe cosmique en fait est profondément enracinée dans la croyance humaine. Il y a des exemples historiques, comme je vous l'ai déjà même plusieurs fois expliqué dans les épisodes précédents, dans plein d'épisodes que je vous ai déjà postés. Je vous ai déjà parlé de comètes qui ont été perçues comme des signes de malheur, des théories du jugement dernier, etc. Et même dans les épisodes sur les énigmes, par exemple l'ordinateur d'Anticythère, la batterie de Bagdad et tout ça, je faisais un petit peu référence aussi à ce genre de choses. Et donc après, bien sûr, pour finaliser tout ça, avec l'évolution d'Internet, oui, forcément, ces mythes, ils ont trouvé une plateforme idéale pour se répandre et se réinventer continuellement. Alors pourquoi ce mythe persiste-t-il? Déjà, le besoin de croire. Il y a beaucoup de gens qui trouvent du réconfort dans l'idée d'un savoir caché qui échappe aux institutions officielles. Aussi la défiance envers la science et les gouvernements. L'idée que la NASA pourrait cacher Nibiru, ça renforce l'attrait du mythe pour certains. Et aussi, comme je vous l'ai déjà dit, l'attrait du sensationnalisme. Les médias et les réseaux sociaux y jouent un rôle clé en fait dans la propagation de théories spectaculaires. Alors après analyse, c'est une brève analyse qu'on a fait durant ces 27 minutes, il apparaît effectivement que Nibiru, en tant que planète destructrice qui menacerait la Terre, est bien un mythe dépourvu de fondements scientifiques. Mais cette idée est assez profondément enracinée dans l'imaginaire collectif et donc continue de se réinventer au fil du temps. Et bien que la science n'exclut pas l'existence de corps célestes ou encore inconnus, eh bien il n'y a rien qui n'indique qu'une planète massive en orbite excentrique qui serait donc dans une orbite elliptique de 3600 ans menacerait notre monde. Et donc je pense, selon moi, que même si j'aime beaucoup ces histoires, Nibiru restera donc probablement, c'est sûr, l'un des mystères modernes les plus populaires, entre la science-fiction, ésotérisme et fascination collective pour l'inconnu. Mais voilà, pour le moment, on n'a toujours pas de preuves évidentes. Je pense que je vous l'ai démontré dans cet épisode. Alors, ça ne veut pas forcément dire que tout est forcément, que je crois sur parole, toutes les recherches que j'ai faites. Bien sûr, j'ai toujours moi aussi des envies de croire à d'autres théories, voilà. Et je pense que c'est pareil pour vous. On a chacun un petit peu sa façon de voir et d'interpréter notre monde. Donc là, cet épisode il se finit en tout cas sur ce point-ci. J'espère en tout cas qu'il vous a bien captivé pour les prochains et que vous avez pu apprendre pas mal de choses aussi sur la théorie des anciens astronautes. Dans les prochains épisodes là, que je vais vous lancer après, je vais essayer de m'intéresser à pas mal de faits vraiment intéressants qui concernent donc les Anunnaki, comme par exemple leur âge, les différentes personnes, les différents rois, les reines, comment ils ont créé l'espèce humaine, etc. Vous allez voir, je vais essayer de développer tout ça. Ça va être super intéressant. En attendant, si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Prenez tout soin de vous et à très bientôt.